On pense souvent à la chirurgie comme à une simple procédure, une réparation. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un véritable champ de bataille, une série d'affrontements à haut risque. Et le plus fascinant, c'est que l'ennemi le plus redoutable, ce n'est pas toujours la maladie elle-même, mais parfois c'est notre propre corps, avec ses réactions complexes et même contradictoires. Alors aujourd'hui, on va ouvrir ensemble 5 dossiers chirurgicaux, 5 cas qui vont chacun nous révéler un défi fondamental, et surtout une de ces décisions cruciales, de celles qui se prennent en une fraction de seconde et qui font toute la différence entre la vie et la mort. Allez, on commence tout de suite. Notre premier dossier est un cas d'école. Il illustre parfaitement comment une intervention qui est censée sauver une vie peut, en un instant, se transformer en une menace mortelle. Et cette question, elle est vraiment au cœur du cas qu'on va voir. Celui d'une femme de 65 ans qui arrive aux urgences. Pour elle, le traitement qui devait la sauver est très vite devenu le problème numéro 1. Alors, voilà le topo. Cette patiente a ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. C'est un caillot de sang dans les poumons, et ça, c'est potentiellement fatal. Donc pour la traiter, on lui donne de l'héparine, un anticoagulant très puissant. L'idée, c'est de dissoudre ce caillot. Sauf que, 3 jours plus tard, la situation s'inverse complètement. Ce même médicament déclenche une hémorragie interne massive, complètement hors de contrôle. Là, le chirurgien se retrouve face à un paradoxe total. Le traitement est à la fois le remède et le poison. S'il arrête l'héparine, il y a un risque énorme que le caillot mortel se reforme. Mais s'il continue, la patiente risque de mourir d'hémorragie. C'est un vrai casse-tête. La décision devait être prise sur le champ, et la solution est vraiment ingénieuse. D'un côté, on inverse immédiatement les effets de l'héparine avec son antidote, la protamine, pour stopper l'hémorragie. Et de l'autre, simultanément, on place un petit filtre dans la veine principale du corps pour intercepter physiquement tout nouveau caillot. C'est une manœuvre brillante qui a permis de neutraliser les 2 menaces en même temps. On referme ce premier dossier pour en ouvrir un deuxième. Cette fois-ci, on va parler d'un ennemi bien plus discret, mais tout aussi redoutable, une menace constante au bloc opératoire, l'infection. Pour bien comprendre ce risque, il faut savoir que les chirurgiens ne voient pas toutes les plaies de la même façon. Ils les classent. On a la plaie propre, pour une hernie par exemple, où le risque d'infection est très faible. Et puis à l'extrême opposé, on a la plaie contaminée, comme pour une appendicite qui a perforé, où là, le risque est maximal. C'est une distinction super importante pour la suite. Et dans ce cas-là, on assiste à la formation d'une véritable tempête parfaite. Chaque étape ajoute un nouveau facteur de risque. D'abord, un patient déjà très fragile à cause de sa chimio. Ensuite, une infection urinaire qui n'a pas été traitée avant. L'opération elle-même est inutilement longue. Et pour couronner le tout, on utilise une technique de drainage un peu ancienne qui, en gros, laisse une porte d'entrée grande ouverte pour les bactéries. Le résultat était, malheureusement, quasi inévitable. Et c'est là qu'on voit tout le poids des décisions. D'un côté, ce qui a été fait, et de l'autre, ce qui aurait pu et même dû être fait. Traiter l'infection urinaire d'abord, faire une opération plus courte, utiliser un meilleur système de drainage, c'est une accumulation de petits choix qui, mis bout à bout, auraient pu changer complètement le destin de ce patient. Bon, on quitte le monde visible des infections pour plonger dans l'invisible, dans la chimie interne de notre corps. C'est un univers où des déséquilibres minuscules de certaines substances, les électrolytes, peuvent avoir des conséquences absolument gigantesques. 118. Ce chiffre, comme ça, ne dit peut-être rien, mais pour un médecin, c'est une sirène d'alarme qui retentit. C'est le taux de sodium d'un patient 4 jours seulement après une chirurgie du cerveau. Et un taux de sodium aussi bas, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la communication entre les neurones se fait très mal. C'est pour ça que le patient devient léthargique, confus et développe même ces tremblements très particuliers des mains. En fait, c'est tout l'équilibre chimique de son corps qui est en train de s'effondrer. Et le sodium n'est pas le seul danger. Un autre électrolyte, le potassium, peut être encore plus menaçant. Un taux trop élevé, ce qu'on appelle une hyperkaliémie, peut, comme le dit cette citation, tout simplement arrêter le cœur. C'est une menace silencieuse mais foudroyante. Et ça nous amène à une véritable énigme. Quand le taux de potassium est trop haut, le danger immédiat, ce n'est pas le potassium en soi, c'est son effet toxique sur le cœur. Le problème, c'est que les traitements pour faire baisser ce taux prennent du temps. Alors, la question c'est, comment protéger le cœur là, tout de suite, maintenant ? Et la réponse, elle est d'une élégance folle. On injecte du gluconate de calcium. Ça ne fait pas baisser le potassium, non. Ça agit comme un bouclier. Ça stabilise les cellules du cœur et le protège de l'agression du potassium, le temps que les autres traitements fassent effet. C'est l'exemple parfait qui montre qu'il faut traiter la menace immédiate pour le patient, pas seulement un chiffre sur une analyse. Après l'agression, la reconstruction. Que ce soit une simple coupure ou une opération majeure, notre corps enclenche un processus de réparation absolument incroyable. On va regarder ça d'un peu plus près. Cette citation résume tout. La cicatrisation, ce n'est pas juste un événement. C'est une séquence, une cascade biologique hyper bien organisée, en 3 grandes phases qui s'enchaînent et se superposent. C'est un peu comme un chantier de construction. Phase 1, l'inflammation.
Les 3 premiers jours, c'est l'équipe de nettoyage qui arrive et déblaye tous les débris. Phase 2, la prolifération. Dès le 3e jour, les ouvriers, les fibroblastes, construisent un échafaudage temporaire. C'est une réparation d'urgence. Et enfin, phase 3, le remodelage, qui peut durer jusqu'à 1 an. Là, on remplace l'échafaudage par du béton armé, un collagène beaucoup plus solide, qui va rendre au tissu toute sa résistance. On arrive à notre dernier dossier, et là, on touche au paradoxe ultime de la chirurgie. On va parler de transplantation, ce moment où le propre système de défense de notre corps devient le pire ennemi du traitement qui est censé le sauver. Un organe greffé, comme ce rein, c'est bien plus qu'un simple organe. C'est l'espoir, une seconde chance, un cadeau de vie. Mais à l'instant même où il est connecté au corps du receveur, une guerre silencieuse commence. Et le voilà, le conflit central. Notre système immunitaire, dans le travail de nous protéger, identifie ce nouvel organe comme un corps étranger, un ennemi, et donc il lance une attaque pour le détruire. Le système qui est censé nous maintenir en vie essaie de détruire l'organe qui nous sauve la vie. C'est ça le paradoxe de la greffe. Toute la médecine de la transplantation, c'est donc un jeu d'équilibriste. Les médecins doivent donner des médicaments, des immunosuppresseurs, pour calmer le système immunitaire. Il faut l'affaiblir juste assez pour qu'il tolère le nouvel organe, mais pas trop, sinon le patient devient une proie facile pour la moindre infection. C'est une ligne de crête, une bataille de tous les instants. Alors la chirurgie, c'est une bataille contre la maladie, c'est certain. Mais au bout de ces dossiers, on peut se poser la question, est-ce que la plus grande bataille, la plus complexe, n'est pas celle qu'on mène contre notre propre corps, contre ses réactions puissantes et parfois complètement contre-productives? Une pensée qui change un peu notre regard sur ce qui se passe vraiment derrière les portes d'un bloc opératoire.